L'aéroport international JFK vibrait d'impatience en cette fin d'après-midi. Le panneau des départs clignota avec un nouveau retard, et la frustration se propagea dans la foule. Au milieu de tout cela se trouvait Amara Jackson, Saoudi Charcoal et son calme concentré la distinguant du brouhaha agité. Ses doigts glissaient sur le clavier, la lumière de l'écran éclairant son visage serein, jusqu'à ce qu'une voix tranchante brise l'air. Ce siège est pour les passagers de première classe, pas pour le personnel, lança une femme blonde en trench coat crème, ces mots dégoulinant d'une autorité qu'elle n'avait jamais méritée. Les conversations s'éteignirent autour d'elle. Amara leva lentement les yeux, son expression illisible, ce genre de force silencieuse qui déstabilise ceux habitués à être obéis. « Ah oui » dit-elle doucement, un ton calme mais dangereusement maîtrisé. Le silence qui suivit pesait plus lourd que n'importe quel cri. Personne ne savait encore que ce petit acte d'arrogance allait entrer en collision avec un pouvoir bien au-delà de l'argent ou du statut. Voici l'histoire qui laissa un terminal entier sans voix. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous à Real Life Stories Now pour plus d'histoires vraies de pouvoir, de justice et de rédemption. La voix de la blonde résonna de nouveau dans le terminal, plus acérée cette fois. Tranchant le silence nerveux qui s'était installé autour de la porte B24, j'ai dit que ce siège est pour les passagers de première classe. Les personnes à proximité se déplacèrent, mal à l'aise. Certaines détournèrent le regard, mais le son d'une confrontation était magnétique. Il attirait l'attention comme une étincelle dans de l'air sec. Amara ne répondit pas immédiatement. Elle referma lentement son ordinateur portable, le reflet de l'écran s'éteignant dans ses yeux calmes. Autour d'elle, la tension montait comme une pression invisible. Chaque seconde de silence rendait la femme plus agitée, plus certaine d'avoir raison. Je ne sais pas pourquoi la sécurité laisse les gens s'asseoir où ils veulent, continua la femme, assez fort pour être entendue. Cette zone est pour ceux qui l'ont payé. Amara leva enfin les yeux. Sa voix était calme mais ferme. Et vous pensez que je ne l'ai pas payé? La question tomba plus lourdement qu'une insulte. Le mari de la femme, planté derrière elle d'un air gêné, se tortilla déjà, regrettant de l'avoir suivi. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle sourit ce sourire fragile, celui qu'on utilise pour prétendre être en contrôle. Ne rendons pas ça inconfortable, dit-elle d'un ton mielleux. Vous serez plus à l'aise là-bas, avec les passagers généraux. Amara soutint son regard. Je suis très bien ici. Un long moment passa sans que personne ne bouge. Les annonces de vol résonnaient au loin. Un bébé pleurait quelque part dans la file d'embarquement. Et au centre de tout cela, deux femmes restaient enfermées dans un duel silencieux. Puis, sans prévenir, la femme blonde se pencha et attrapa le sac en cuir d'Amara posé à côté d'elle. « Ne faites pas ça » dit Amara, sa voix basse mais clairement autoritaire, mais l'entitlement n'écoute jamais. La femme saisit la poignée malgré l'avertissement, l'attirant vers elle. Le sac lui échappa, tomba sur le sol poli, et un bruit sec de verre et de métal brisé retentit. Le terminal se figea, ce bruit n'était pas qu'un son. C'était une limite franchie. Amara se leva lentement, chaque mouvement contrôlé, calculé. Elle regarda l'appareil brisé au sol, le même ordinateur contenant les contrats d'une fusion de 22 milliards de dollars. Puis elle reporta son regard sur la femme. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire » dit-elle doucement. La blonde rit nerveusement. « Ce n'est qu'un sac. Vous ne devriez pas laisser traîner vos affaires. » L'arrogance dans sa voix était plus forte que le chaos autour d'elle. Un jeune agent de porte, derrière le comptoir, hésita. Il reconnut Amara grâce aux alertes VIP internes qu'il avait vues en formation. Il porta la main à son téléphone, puis s'arrêta. Quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Pas encore. Amara se baissa, ramassa l'ordinateur endommagé et le posa soigneusement sur le siège à côté d'elle. Puis elle prit son téléphone, fit défiler un seul contact et appuya sur « Appeler au point ». « Zoé » dit-elle calmement lorsque la ligne se connecta. « Lance le protocole Tango », la voix de son assistante répondit immédiatement, « Compris. » « Dois-je prévenir Laurence ?» »« Oui », répondit Amara. « Et fais en sorte que la sécurité m'attende au terminal privé dans 20 minutes. Nous aurons besoin de remplacement pour les deux appareils. » La femme blonde cligna des yeux, déstabilisée par l'autorité tranquille dans la voix d'Amara. « Vous appelez votre superviseur ?» Amara la regarda et sourit pas gentiment, mais avec une forme de maîtrise de soi qui fit redresser la posture de toutes les personnes autour. Quelque chose comme ça. Désormais, les téléphones étaient sortis. Les passagers filmaient. Un murmure parcourait le terminal. Des mots comme « incroyable » et « inutile » flottaient dans l'air. Un superviseur de la compagnie aérienne et deux agents de sécurité de l'aéroport arrivèrent, appelés par l'agent de porte qui avait finalement décidé que cela dépassait les procédures habituelles. L'un des agents, un homme d'âge moyen, poli mais ferme, s'approcha prudemment. « Madame,
y a-t-il un problème ici demanda-t-il. La femme blonde parla avant qu'Amara ne puisse répondre. Oui, cette femme était assise dans une zone restreinte. Elle a refusé de bouger et s'est montrée agressive quand je lui ai demandé poliment. Amara ne se tourna même pas vers elle. Elle parla directement à l'agent. Cette femme a attrapé mes affaires et les a jetées. Je souhaite déposer une plainte pour destruction de matériel personnel. L'agent cligna des yeux, regardant l'une puis l'autre. Puis plusieurs témoins s'avancèrent. Une jeune femme latina leva son téléphone. J'ai tout en vidéo, dit-elle. Tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait. La blonde pâlit. Vous comprenez tout de travers. Avant qu'elle ne puisse continuer, l'agent de porte revint, l'air soudain nerveux, il se pencha vers l'agent de sécurité et murmura quelque chose. L'expression de l'agent changea instantanément. Sa posture se redressa. Son ton devint plus formel. Mademoiselle Jackson, dit-il respectueusement. Veuillez accepter nos excuses pour cet incident. Nous contactons immédiatement l'équipe exécutive de la compagnie aérienne. Des exclamations parcoururent les témoins. La blonde se figea. Attendez. Comment l'avez-vous appelé? Amara ne répondit pas. Elle ouvrit simplement son téléphone et jeta un coup d'œil à une nouvelle notification et l'équipe de son jet privé confirmant qu'il était prêt pour le départ. Le superviseur s'éclaircit la gorge. Madame Bennett, dit-il à la blonde, son ton désormais bref et professionnel. Je vais devoir vous demander de nous accompagner au comptoir de service. Quoi? Pourquoi moi? C'est elle qui? La radio du superviseur grésilla. Bien reçu. Confirmé. Procédé à la demande, les passagers autour murmurèrent, plus fort cette fois le bourdonnement du jugement remplaçant le silence précédent. Quelqu'un chuchota, c'est Amara Jackson. Horizon Innovation. Elle possède aérodynamique, le visage de Victoria Bennett se vida de toutes couleurs. La voix de son mari s'éleva dans un souffle inquiet. Victoria, arrête de parler, de quoi tu parles, siffla-t-elle. C'est qui? Au juste, son mari lui montra son téléphone, un titre s'affichant en grand, la PDG de Horizon en négociation finale pour une acquisition aérospatiale de 22 milliards de dollars, à côté, la photo de la même femme qui se tenait maintenant devant elle ou dit toujours impeccable, calme intact. Oh mon Dieu, souffla-t-il. Tu n'as pas insulté une passagère. Tu as insulté la propriétaire. Quelques minutes plus tard, des cadres en costumes impeccables arrivèrent à la porte, l'expression crispée derrière des sourires forcés. Mademoiselle Jackson, commença l'un d'eux, nous sommes profondément désolés pour toute cette situation. Nous suspendons l'embarquement quelques instants pour organiser votre transfert immédiat vers le terminal privé. Amara hocha la tête une seule fois. Assurez-vous que tous les passagers soient dédommagés pour le retard. Bien sûr, répondit l'homme immédiatement. Victoria tenta de parler, ses mots s'en mêlant. Je ne savais pas. Je ne voulais pas. Amara croisa son regard, stable et inébranlable. C'est justement ça, Madame Bennett. Vous n'avez jamais demandé qui j'étais avant de décider de ce que je valais. Sa voix n'était pas en colère. Elle était mesurée comme la vérité quand elle n'a plus besoin de se justifier. Le terminal entier se tut. Le seul bruit fut le clic discret des caméras alors que les passagers capturaient le moment où la justice se faisait. Calmement, quelques minutes plus tard, l'équipe de sécurité d'Amara arriva, deux agents en costume sombre, se déplaçant avec une précision silencieuse. L'un lui remit un appareil de remplacement, déjà synchronisé depuis les sauvegardes sécurisées. Elle signa un formulaire, remercia le personnel et se tourna vers la foule. Merci pour votre patience, dit-elle. Le vol 237 reprendra dans un instant. Veuillez vous assurer que ces passagers reçoivent des crédits repas et voyages. Ces mots ne s'adressaient pas aux Bennett, mais ils ressentirent chacun comme un verdict, puis elle regarda la femme blonde une dernière fois. Pour information, Madame Bennett. Les sièges ne définissent pas les gens. Leurs actions, si, sur ce, elle se dirigea vers la sortie, ses pas silencieux résonnant à peine dans la zone stupéfaite. Dehors, des voitures noires attendaient sous les lumières du terminal. Les caméras des voyageurs la suivirent à travers les vitres jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit. Quelques instants plus tard, son Gulfstream s'éleva de la piste privée de JFK, montant vers les nuages, symbole ultime d'une grâce et d'un pouvoir qui n'avait pas besoin d'être défendu. À l'intérieur, le chaos remplaça le silence. Les Bennett furent entourés par le personnel, leur privilège de vol suspendu en attendant l'enquête. Les téléphones bourdonnaient alors que les vidéos de la confrontation se répandaient sur les réseaux sociaux sous le hashtag First Class Justice, au lendemain matin. Des millions avaient vu la vidéo. Les commentaires débordaient d'indignation et d'admiration.
la cruauté d'une femme avait exposé une culture de privilèges, et le calme d'une PDG l'avait transformé en leçon mondiale. Pendant que l'Internet explosait, Amara était déjà à Londres. À 9 heures, elle entra dans une tour de verre à Canary Wharf et signa les documents de l'acquisition historique d'Horizon. Les caméras crépitèrent. Les journalistes crièrent des questions. Sa seule réponse fut un sourire maîtrisé. « L'avenir de l'aviation, dit-elle, doit toujours être construit sur la dignité, pas sur la hiérarchie. Quant aux Bennett, leur monde s'effondra avec une rapidité terrifiante. » Thomas Bennett, le mari, perdit son poste d'associé directeur en quelques jours. Le communiqué de son cabinet fut bref: « Nous ne tolérons aucun comportement indigne de notre direction. » Leur manoir de Greenwich fut mis en vente. Les invitations disparurent. Victoria devint elle-même le visage de la chute. Les paparazzi la surprirent en train de quitter un événement caritatif qui l'avait désinvitée quelques heures plus tôt. D'anciens amis traversaient la rue pour éviter d'être photographiés avec elle. Elle tenta de s'excuser en ligne, mais chaque commentaire lui rappelait le moment où elle avait jeté ce sac. Quelques semaines plus tard, Horizon Innovation annonça une nouvelle initiative, le protocole Jackson, un programme d'entreprise promouvant la sensibilisation aux préjugés et la responsabilité dans le service client. Les compagnies aériennes du monde entier l'adoptèrent en quelques mois. Chaque nouveau module de formation commençait par la même citation: « Le respect n'est pas accordé par l'apparence. Il se révèle par le comportement. » L'ironie n'échappa à personne. Les mois passèrent. Amara continua de mener Horizon à une croissance record. Elle parlait rarement de l'incident de l'aéroport. Quand on lui posait la question, elle disait simplement que cela lui rappelait qu'un pouvoir exercé calmement peut être plus fort que la colère. Mais un soir, près d'un an plus tard, le destin organisa une suite inattendue. Lors d'un gala honorant l'innovation et l'impact social, Amara monta sur une scène illuminée d'or. Les caméras flashèrent et les applaudissements emplirent la salle lorsqu'elle reçut le prix de leadership global. Dans la foule, le personnel se déplaçait avec grâce entre les tables, servant du champagne. L'une d'elles s'arrêta, le plateau tremblant légèrement. C'était Victoria Bennett. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, son expression plus discrète. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis ce jour à JFK. Amara soutint son regard, calme et insondable. Après un moment, elle hocha légèrement la tête. « Pas un pardon, pas de la pitié, une reconnaissance. » À la fin du gala, Victoria s'approcha, prudemment. « Mademoiselle Jackson, » murmura-t-elle. « Je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de moi, mais... » Amara l'interrompit doucement. « Je me souviens, je voulais dire que je suis désolée, » dit Victoria. « Pour tout. J'ai tout perdu, mais j'ai appris ce qui comptait réellement. » Amara l'observa un moment, puis sortit une simple carte blanche de sa pochette. « La Fondation Horizon dirige un programme de mentorat pour les femmes qui reconstruisent leur vie, » dit-elle. « Si vous êtes vraiment prête à changer, postulez. » Les yeux de Victoria s'emplirent de larmes, sa voix tremblante. « Pourquoi m'aideriez-vous après ce que je vous ai fait ?» La réponse d'Amara fut calme, posée. « Parce que le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que vous pouvez enlever aux autres. Il se mesure à ce que vous pouvez offrir, même quand vous auriez toutes les raisons de ne pas le faire. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Victoria debout dans le couloir, tenant entre ses mains la seule opportunité qui pourrait définir celle qu'elle deviendrait ensuite, à l'extérieur du lieu. New York brillait sous les lumières de la ville. La voiture d'Amara l'attendait au bord du trottoir. En montant, son assistante lui rappela la réunion du lendemain concernant l'extension du protocole Jackson à d'autres secteurs. Amara hocha la tête. « Très bien. Assurons-nous qu'il atteigne chaque endroit où la dignité a été oubliée. » La porte se referma, la voiture avança, et quelque part entre les échos d'applaudissements et le bourdonnement tranquille de la ville, la justice, la vraie, avait déjà été rendue. Alors que les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre de la voiture, Amara ferma les yeux un instant, laissant le bruit de New York se dissoudre en quelque chose de plus doux. Elle ne pensait ni à l'humiliation, ni aux caméras, ni aux gros titres, seulement à ce qui en était né. Un simple acte d'irrespect était devenu l'étincelle de quelque chose de bien plus grand. Un mouvement fondé sur la grâce, pas la colère. Dans le calme, elle comprit que le pouvoir ne se mesure ni à la richesse ni au titre. Il vit dans la retenue, dans la façon dont on choisit de répondre lorsque l'on est blessé. Son histoire ne parlait pas de vengeance. Elle parlait de réécrire ce que le respect signifie dans un monde qui juge encore trop souvent par l'apparence. De mentorat pour les femmes qui reconstruisent leur vie, dit-elle. Si vous êtes vraiment prête à changer, postulez. Les yeux de Victoria s'emplirent de larmes, sa voix tremblante. « Pourquoi m'aideriez-vous après ce que je vous ai fait ?» La réponse d'Amara fut calme, posée.
parce que le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que vous pouvez enlever aux autres. Il se mesure à ce que vous pouvez offrir, même quand vous auriez toutes les raisons de ne pas le faire. Puis elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Victoria debout dans le couloir, tenant entre ses mains la seule opportunité qui pourrait définir celle qu'elle deviendrait ensuite, à l'extérieur du lieu. New York brillait sous les lumières de la ville. La voiture d'Amara l'attendait au bord du trottoir. En montant, son assistante lui rappela la réunion du lendemain concernant l'extension du protocole Jackson à d'autres secteurs. Amara hocha la tête. Très bien. Assurons-nous qu'il atteigne chaque endroit où la dignité a été oubliée. La porte se referma, la voiture avança, et quelque part entre les échos d'applaudissements et le bourdonnement tranquille de la ville, la justice la vraie avait déjà été rendue. Alors que les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre de la voiture, Amara ferma les yeux un instant, laissant le bruit de New York se dissoudre en quelque chose de plus doux. Elle ne pensait ni à l'humiliation, ni aux caméras, ni aux gros titres, seulement à ce qui en était né. Un simple acte d'irrespect était devenu l'étincelle de quelque chose de bien plus grand. Un mouvement fondé sur la grâce, pas la colère. Dans le calme, elle comprit que le pouvoir ne se mesure ni à la richesse ni au titre. Il vit dans la retenue, dans la façon dont on choisit de répondre lorsque l'on est blessé. Son histoire ne parlait pas de vengeance. Elle parlait de réécrire ce que le respect signifie dans un monde qui juge encore trop souvent par l'apparence. Dehors, la ligne d'horizon s'étendait à l'infini. La même ville qu'il avait un jour sous-estimée brillait désormais sous son nom. Et quelque part, quelqu'un verrait son histoire et se rappellerait que la dignité ne peut pas être prise. Elle ne peut qu'être prouvée. Si cette histoire vous a touché, mettez un like, partagez-la, et abonnez-vous à Real Life Stories Now pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent ce qu'est la véritable force.